Waouh, c'est compliqué. Je pense quand même qu'il fera nuit. Hop, je me mets sur la terrasse. Le café, il va mettre bien. Il est à 4h50, je crois, le nôtre. L'hôtel nous a filé un petit déjeuner. Et là, on a à peu près, ouais, 1 heure à tuer avant de l'embarquement. Donc, direction la port, direction l'avion et direction Luxor. En plus, il y a le hublot. On pourra voir le lever de soleil sur le désert et l'Égypte. Le soleil est en train de se lever. Ah, l'Égypte, c'est un pays fascinant. Une véritable mosaïque de paysages, d'histoire et de culture. Imagine un instant, un territoire grand comme 2 fois la France, mais avec 94% de désert. On pourrait croire que c'est un pays vide, mais c'est tout le contraire. La vie s'est concentrée autour d'un fleuve majestueux, le Nil, qui traverse le pays du sud au nord sur plus de 1500 km. C'est comme une artère vitale qui irrigue la terre et permet à la civilisation de s'épanouir depuis des millénaires. Le Nil, c'est un peu le héros de l'Égypte. Il prend sa source en Afrique centrale et se jette dans la Méditerranée, formant un immense delta. Au fil des siècles, il a déposé des tonnes de limons fertiles, créant une bande de terre verdoyante au milieu du désert. C'est là que se sont développés les champs, les villages, les villes. C'est là que les anciens Égyptiens ont bâti leurs temples, leurs palais, leurs pyramides. Mais le désert, il faut pas le sous-estimer. Il a aussi joué un rôle important dans l'histoire de l'Égypte. Il a servi de protection, de frontière naturelle contre les invasions. Il a aussi inspiré les artistes, les poètes, les mystiques. Il y a le désert libyque. À l'ouest, immense plateau aride parsemé d'oasis. Imagine des palmeraies, des sources d'eau fraîche, au milieu des dunes de sable. Un véritable mirage. Et puis, il y a le désert arabique, à l'est, avec ses montagnes, ses canyons, ses wadis, ses rivières asséchées qui se remplissent lors de rares pluies. Un paysage lunaire, grandiose et mystérieux. Aujourd'hui encore, la géographie de l'Égypte continue de façonner le pays. Le Nil reste la principale source d'eau douce et d'énergie. Le désert attire les touristes du monde entier avec ses paysages grandioses et ses sites archéologiques. Allez, maintenant faut bien s'accrocher, on arrive à l'atterrissage et on arrive à Luxor, autrefois Thèbes, une ville si riche et si puissante qu'elle était considérée comme l'une des plus grandes métropoles du monde antique. Imagine la vie dans cette ville qui s'étendait sur des kilomètres le long du Nil, avec ses temples grandioses, ses palais luxueux et ses obélisques perçant le ciel. Luxor était la ville des pharaons, le cœur politique et religieux de l'Égypte antique. C'est un fond d'écran de Assassin's Creed Origins. Il y a le logo des assassins là. Ils sont en train de monter les valises sur le toit. Allez, c'est parti. Direction le bateau. Bienvenue à Luxor, toute petite ville. On a fait quoi, 600 km à peu près entre le Caire jusqu'à Luxor. Sur la gauche comme sur la droite. Une allée, prenez la droite d'abord, une allée des Sphinx qui reliait le temple de Karnak avec un autre temple. Il y avait plein d'habitations, les gens habitaient là-dessus. On va raconter tout ça, messieurs, dames, on est arrivé. Vraiment juste à côté du temple. Et bienvenue à Thèbes. Luxor. On n'est pas le premier bateau. Bah oui, c'est le bon. Bienvenue à bord. Pour le départ, pour la visite. Et nos sacs là, on pourra les laisser. Vous les laissez, on va les grouper.
Allez, direction sur le pont. Voilà. Et avec le temple. Ça y est, on est à Karnak, un des plus grands complexes religieux jamais construits. Oublie les temples que tu as pu voir avant, Karnak, c'est autre chose. C'est un véritable labyrinthe de temples, de chapelles, de pylônes et d'autres bâtiments, le tout s'étalant sur plus de 2 km². Pour te dire, on y a construit, reconstruit et agrandi pendant plus de 2000 ans. Du Moyen Empire jusqu'à l'époque ptolémaïque, chaque pharaon voulait laisser sa marque ici. Là-bas, il y a la vallée des rois. Et ici, le temple de Karnak, ou les temples de Karnak, avec une méga allée qui, il y a 10-20 ans, était le parking du bus. Mais tout a été changé pour avoir une belle perspective. Karnak, c'était le temple le plus important de la 18e dynastie. Il y était dédié à la triade thébaine, Amon-Ré, Mout et Khonsu. Imagine la ferveur des pèlerins qui venaient de tout le pays pour honorer ces dieux. D'ailleurs, pour se rendre au temple de Luxor, la barque sacrée de la triade empruntait une voie processionnelle reliant un bassin à l'entrée du temple au Nil par un canal artificiel. Aujourd'hui, seule l'enceinte d'Amon est ouverte au public. Mais c'est déjà énorme. Tu vas pouvoir te promener au milieu des colonnes gigantesques de la salle hypostyle. Admirer les obélisques qui se dressent vers le ciel, te perdre dans les dédales de salles de cour. C'est comme un voyage dans le temps, un retour à l'époque des pharaons. Et la salle hypostyle, il faut absolument que tu la vois. Imagine une forêt de 134 colonnes gigantesques, dont la plupart ont encore leur décoration. Un autre fait fascinant, le complexe de Karnak est tellement vaste qu'il a son propre lac sacré. Ça y est, on est rentré du temple. Petit room tour avec la chambre qui est d'ici, chambre de bateau. Ici, l'autre bateau pour l'instant, mais ce sera la vue du paysage, on va dire. Voilà, c'est l'autre bateau. Ici, c'est la salle de bain en bois. On a mis le saladier ici. Et la douche. Quel enfer. Ça se tire. Voilà. Une douche assez simple. Ouf, la sieste a fait du bien. J'ai dormi facile 2 heures. Direction maintenant le temple de Luxor. C'est quasiment 17h. Le temple de Luxor qui est juste à côté. Hein. C'est en face du bateau. Il y a une route à traverser. Pourquoi on a attendu maintenant? C'est parce que c'est un des seuls temples en Égypte qui est éclairé la nuit. Et donc on y va là parce que la nuit est en train de tomber. La montagne, regardez la couleur, ça a complètement changé avec le soleil, comme je vous ai dit. Les taxis, Luxor, chaque ville, il y a des couleurs différentes, plus ou moins ils essayent de faire du blanc, du bleu. On est maintenant devant le magnifique temple d'Amon, ou Opté du Sud, comme on l'appelait en Égypte antique. Il était le cœur battant de la ville religieuse de Thèbes. Jette un coup d'œil à ces colosses monumentaux qui gardent l'entrée du temple. Impressionnant, non? À l'origine, il y en avait 6, 4 debout et 2 assis. Tous à la gloire de Ramsès II, ainsi que 2 obélisques. Aujourd'hui, il n'en reste qu'un sur place. L'autre, offert par Mehmet Ali au roi Charles X en 1830, trône maintenant place de la Concorde à Paris. Et ici, la mosquée qui date du XIe siècle et qui est en plein milieu du temple. Et là, c'est la porte. C'est-à-dire que tout ça, donc à peu près toute cette hauteur-là, c'était du sable. Le temple était totalement enseveli. Tiens, regarde ces structures imposantes. Elles datent principalement des 18e et 19e dynasties, construites sous les règnes d'Amenhotep III et Ramsès II. On peut dire qu'elles ont vu passer du monde. Des pharaons, des prêtres, des pèlerins, tous venaient ici pour honorer Amon sous ses 2 aspects. Amon-Ré, le dieu solaire, et Amon-Min, la divinité de la fertilité. Et puis avec l'arrivée des Romains, le temple a connu une nouvelle transformation plus militaire. Imagine le temple transformé en camp militaire pour la Légion romaine. Et c'est à cette époque que les prêtres ont caché de précieuses statues dans une favisa, une sorte de cachette sacrée pour les protéger des profanations. Ces statues, retrouvées en 1989, sont aujourd'hui exposées au musée de Luxor. Aujourd'hui, quand on se promène dans les ruines de Luxor, on ressent encore la présence du passé. On imagine les processions grandioses, les chants des prêtres et l'odeur de l'encens.
avec le temple juste derrière. Donc ce temple là de Luxor, il est relié au temple de Karnak. C'est comme ça que cette nouvelle journée se conclut. Très très belle journée. Alors extrêmement fatigante, hein, je vais pas vous le cacher. Dans une partie de l'Égypte qui je trouve beaucoup plus belle d'un point de vue nature. On se sent mieux parce qu'il y a plus de vert. On est certes au milieu du désert, mais avec les rives du Nil, ça permet d'avoir une petite fraîcheur. Puis après la sieste, le fait d'aller directement dans ce temple de Luxor avec ses lumières, avec cette fraîcheur de la nuit du désert. C'était vraiment une très très belle expérience. Moi qui ai pu faire l'année dernière pendant mon tour d'Europe toute la Grèce, quasiment toute l'Italie, je trouve que le gouvernement égyptien fait un vrai travail pour mettre en valeur les œuvres antiques, les bâtiments antiques de son histoire et c'est vraiment vraiment bien mis en place, bien réalisé. Chapeau et hâte de faire la suite. Demain, réveil un petit peu plus tard qu'aujourd'hui, en même temps compliqué de faire pire. C'est pas 2h30, c'est 4h30, 2 heures de plus de rab. Et 21h, je vais aller me coucher parce que sinon je vais pas assumer demain. Et demain, ce sera la vallée des rois. Et à 13h, on rejoindra le bateau pour lever l'ancre et continuer de remonter le Nil. Allez, moi je vais dodo parce que j'ai sommeil. Et peut-être continuer de lire La mort du Nil. Parce que c'est exactement le même voyage que je fais là sur le bateau. Donc pas mal de repères géographiques. Et à demain. Wow. Je crois qu'il est l'heure. Faut se lever. 4h30. Toujours tôt, moins tôt qu'hier. Wow. Oh, j'ai les jambes lourdes. Attention la tête, attention les pieds. Attention la tête, les pieds, faites très attention. Tenez votre pied. Vous voulez un coup de main? Sûr? De rien, un plaisir. Comme on dit chez nous, c'est un amour. Yal, très bien. Et à la costage. Yal, c'est parti. Merci la tête. On enchaîne un bus. La verdure comme d'habitude, du blé, les palmiers. Hein. C'est dans l'intérêt de se réveiller un peu tôt, voilà. Hein. Toujours du blé. Les vendeurs sont pas encore là. La verdure, c'est simple, messieurs, dames. La verdure que vous voyez, c'est les crues du Nil de l'époque. Regardez les habitations qui sont là, que l'État essaye de les faire sortir. Ils habitent presque sur les tombes. Parce que les trous que vous voyez à côté, c'est des tombes et des tombeaux. Voilà, le désert d'un côté, la verdure de l'autre, comme d'habitude. Sur la droite, messieurs, dames, le temple funéraire de Ramsès II. Le temple des millions d'années de Christian Jack. Il est juste, voilà, il est juste là, en pile, en face du soleil. Voilà. Les artisans dans un autre, et ainsi de suite. On va voir petit à petit tout ça. On arrive tellement tôt, il n'y a pas les vendeurs. Let's go. Ah si, il y en a un. Il y a une boîte. On va payer un petit chiot. Waouh, regardez autour de vous. On est au temple funéraire d'Hatchepsout, l'un des monuments les plus impressionnants de toute l'Égypte antique. Sculpté directement dans la falaise à Der el-Bahari, il se dresse sur 3 terrasses majestueuses. Oubliez les pyramides traditionnelles ici, c'est l'audace architecturale qui règne. Ce temple, construit sur une quinzaine d'années pendant le règne d'Hatchepsout, est dédié aux dieux Hathor et Amon-Ré, mais aussi à Anubis. Imaginez les processions grandioses qui montaient ces rampes, les prêtres en toge blanche, les offrandes aux dieux, les chants sacrés. D'ailleurs,
Saviez-vous qu'Hatchepsout est l'une des rares femmes pharaons de l'histoire égyptienne ? Pour asseoir son pouvoir, elle n'a pas hésité à se faire représenter avec les attributs masculins du pharaon, la barbe postiche, le némès, le panier royal. Et l'histoire de ce temple est aussi mouvementée que celle de sa créatrice. Après la mort d'Hatchepsout, son successeur, Thoutmôsis III, a tenté d'effacer son souvenir. Il a fait marteler son nom et ses images sur les murs du temple. Il a même essayé de le faire ensevelir sous les décombres. Et là, c'est peut-être la seule petite différence pour comprendre les rameurs. Un autre fait fascinant, regardez attentivement les reliefs qui ornent les murs du temple. Vous y découvrirez des scènes incroyables, comme l'expédition commerciale vers le pays de Punt, un royaume lointain situé probablement sur la côte africaine de la mer Rouge. Imaginez ces navires chargés d'or, d'ivoire, d'encens et d'animaux exotiques, revenant d'un voyage périlleux. En parlant de trésors, vous remarquerez peut-être que certaines statues d'Hatchepsout sont incomplètes. C'est malheureusement le résultat des destructions ordonnées par Thoutmôsis III. Mais certaines de ces statues ont été retrouvées dans une carrière voisine et ont donc pu être restaurées. Anubis qui est dans la niche et personne devant. Les cartouches qui sont abîmées. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a épousé la fille pour avoir le droit de monter sur le trône de l'Égypte? Et bien voilà, elle va dire que Hatshepsut lui avait piqué sa place sur le trône de l'Égypte. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais maintenant aborder l'endroit où ce temple se trouve, à Deir el-Bahari, un site fascinant qui abrite plusieurs caches royales et sacerdotales. Imaginez au moment où l'Égypte antique déclinait, les prêtres ont cherché des endroits secrets pour protéger les momies royales des pilleurs de tombes. L'une de ces caches, la tombe TT 320, était initialement prévue pour le premier prophète d'Amon, Pinedjem II. Mais face au chaos, elle est devenue le refuge de plus de 40 momies royales transportées en secret depuis la vallée des rois. Parmi elles, les momies de pharaons célèbres comme Amophis Ier, fondateur de la 18e dynastie, Amenhotep Ier, Thoutmôsis Ier, Thoutmôsis II, Thoutmôsis III, Ramsès Ier, Séti Ier, Ramsès II, Ramsès III et Ramsès IX. Je vais y arriver. Et on a vu des petits monticules de pierre. Vallée des rois. يلا يا ريس خش اقرا خش اقرا هو شوفير بونجور ça va bien ليش شوفير يا في اي بي بيج بوس يلا يا ريس اقرا يا حبيبي بونجور ça va bien ويا البيبول الجروب. Un autre lieu mythique, la vallée des rois. Quand on pense Égypte, on pense à toutes ces tombes. Imagine un désert brûlant, des falaises imposantes, et cachées au cœur de ces montagnes, les tombes des pharaons les plus puissants du Nouvel Empire. On parle de Thoutmôsis Ier, de Séti Ier et de Ramsès II. Des noms qui résonnent encore aujourd'hui avec puissance et mystère. Et on pénètre maintenant dans la tombe de Ramsès IV, troisième pharaon de la 20e dynastie. Un nom qui évoque la grandeur de l'Égypte antique, n'est-ce pas? Mais sa vie fut loin d'être un long fleuve tranquille. Alors imagine, il accède au trône après la mort de son père, Ramsès III, victime d'un complot. Pas facile pour prendre les rênes du pouvoir dans ces conditions. Pour asseoir sa légitimité, Ramsès IV se lance dans une véritable frénésie de construction. On retrouve ses traces partout, à Thèbes bien sûr, où il commande un temple colossal à Deir el-Bahari, mais aussi à Abydos, Memphis et Héliopolis. Il envoie même des expéditions jusqu'à Ouadi ou Hamaat pour extraire de la pierre de Bekken, une roche super dure utilisée pour les statues. Et sa tombe dans la vallée des rois, la KV2, est l'une des plus visitées. Tu te rends compte du travail colossal que ça a dû représenter? Des couloirs immenses, des salles décorées de scènes religieuses, tout ça creusé à même la roche. Malheureusement, malgré tous ces efforts, Ramsès IV règne seulement 6 ans et 8 mois. On ne peut que s'interroger sur ce qu'il aurait pu accomplir s'il avait eu plus de temps. Et la question que tout le monde se pose, pourquoi choisir un endroit aussi aride et isolé pour reposer éternellement? Eh bien, figure-toi que pour les anciens Égyptiens, cette vallée ressemblait à une pyramide naturelle. La forme du pic dominant, la cime, faisait écho aux pyramides de l'Ancien Empire. Astucieux, non? Et en plus, cette position permettait de protéger les tombes des pillards. Enfin bon, c'est ce qu'ils croyaient, et ça s'est pas vraiment passé comme ça.
Malgré toutes les précautions, la plupart des tombes ont été pillées dès l'Antiquité. Alors imagine des voleurs s'infiltrant dans l'obscurité, dérobant les trésors et profanant les sépultures. On plonge dans la tombe de Meremta, un pharaon qui a hérité d'un sacré challenge. 13e fils de Ramsès II, oui tu as bien entendu 13e, il arrive au pouvoir à un âge assez avancé. Imagine un peu le poids des responsabilités sur ses épaules. Mais attention, Meremta n'était pas un débutant. Avant de devenir pharaon, il a gravi les échelons. Scribe royal, général responsable du trésor, un vrai touche-à-tout. On a même retrouvé des statues et des inscriptions qui témoignent de ses différentes fonctions, principalement dans le delta du Nil, c'est dire s'il était actif. Et devinez quoi ? Meremta a dû faire face à des menaces sérieuses. Dès sa 2e année de règne, il mate une révolte en Canaan. Pas le temps de chômer. Mais le plus gros défi, c'est l'invasion des Libyens. Rien que ça, imaginez des hordes d'envahisseurs déferlant sur l'Égypte. Heureusement, notre pharaon était un fin stratège. Il les écrase lors d'une bataille épique à Peyroux et grave sa victoire sur la fameuse stèle d'Israël. On est quasiment au bout. Allez, 2e sur 3 tombes, plus la bonus qui viendra après. Alors c'est dur. Ouais, ça coupe un peu les pattes. Tout le monde ressort? Ah, tout le monde ressort. Et celle qu'on fait maintenant, elle est cachée par là-bas. La première qu'on a faite était là, il y a un premier hub. Et ici, c'est toute la montagne qui a été creusée, on dirait qu'elle a été découpée carrément. Et oui, il y en a énormément. Et ici, ah mais c'est trop. Ça continue encore dans la montagne. Mais la vallée des rois, elle garde encore bien des secrets. On y a découvert plus de 60 tombes et certaines sont de véritables chefs-d'œuvre. La tombe de Toutankhamon qu'on ira voir tout à l'heure, et bien sûr, avec ses trésors fabuleux, mais aussi celle de Séti Ier, considérée comme la plus belle de la vallée, avec ses décorations murales d'une finesse incroyable. On est à Séti II, au bout de la vallée des rois. Donc le bilan de la roche. Joli sarcophage comme ça. Vas-y, on part sur celle-là. Il y a 1, 2, 3, 4 points Allez, on est parti. Et on se retrouve devant le tombeau de Siptah, un pharaon dont le règne est enveloppé de mystère. Imagine un jeune roi monté sur le trône à l'âge de 10 ans, marchant avec difficulté à cause d'une poliomyélite. Pas facile d'imposer son autorité dans un monde aussi brutal que celui de l'Égypte antique. Et comme si cela ne suffisait pas, Siptah se retrouve au cœur d'une lutte de pouvoir intense. Sa mère, une femme du nom de Soutereri, l'accompagne dans son ascension. Mais qui était son père ? L'énigme reste entière. Certains égyptologues pensent qu'il s'agirait d'Amnémnès, un pharaon controversé qui aurait usurpé le trône. D'autres penchent plutôt pour Séti II, le prédécesseur de Siptah. Imaginez les complots, les trahisons qui ont dû se jouer en coulisses. Plus grotte, il y a beaucoup moins de décoration autour. Là, c'est l'authenticité avec personne. Un gros bloc de granit sculpté au milieu de la pièce. Il y a vraiment personne, à part le gars qui dort. Les couleurs du plafond, c'est quelque chose. Moins difficile, C'est un peu celle-là. facile celle-là. Mais magnifique. Un pharaon qui est monté sur le trône à l'âge de 9 ans seulement. Toutankhamon a régné pendant une période de grands bouleversements, après le règne d'Akhénaton et son culte unique du dieu Aton. Ce jeune roi a eu la lourde tâche de ramener l'Égypte à ses anciennes traditions, restaurant des temples et les cultes des dieux oubliés. Et bien sûr, qui dit Toutankhamon dit trésor. Sa tombe découverte en 1922 par Howard Carter dans la vallée des rois est l'une des plus célèbres au monde. On y a retrouvé plus de 5000 objets, des meubles en or, des statues, des bijoux, un vrai trésor digne d'un conte de fées. Malheureusement, la vie de Toutankhamon a été aussi courte que brillante. Il est mort à l'âge de 19 ans. Et les causes de son décès restent un mystère. Accident, maladie, assassinat, on ne sait pas vraiment. Et les scientifiques continuent de se poser des questions. Allez, on monte. Allez, on sort de la tombe.
est pile poil, il est 28. On est pile poil alors. On est des chefs, hein. On est trop fort. L'Égyptien qui, pour 1 euro, a pris mon tel et a fait toutes les vidéos de la momie. C'est incroyable, c'est dégueulasse. C'est un village pas comme les autres. Ici, pas de paysans, ni de nobles, mais des artisans, des artistes. Ceux qui ont bâti et décoré les tombeaux les plus grandioses de l'histoire, ceux de la vallée des rois. Bienvenue à Der El Medinet, un lieu unique qui nous révèle la vie quotidienne de ces hommes et de ces familles. Son nom antique signifie la place de Mahat, ou place de vérité. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on l'appelle aussi le village des artisans. Ici, des générations d'artistes, de sculpteurs et de peintres ont vécu et travaillé, transmettant leur savoir de père en fils. Ils étaient les gardiens des secrets de la décoration des tombeaux royaux. On pénètre maintenant dans la tombe d'Enher Kawi. Un artisan, oui, mais pas n'importe lequel. Ce type a réussi à se faire construire 2 tombes. Incroyable, non ? C'est dire s'il devait être important dans sa communauté. Alors comment est-ce possible ? Mystère. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a dû avoir les moyens et le réseau pour se payer ce luxe. Imagine un peu le chantier, 2 tombes creusées dans la roche, recouvertes de briques et d'enduits, avec des plafonds peints et des couleurs éclatantes. Du travail d'orfèvre réalisé par ses collègues artisans sans doute. Et le clou du spectacle, c'est la décoration. Pas juste quelques scènes banales, non. On parle de véritables chefs-d'œuvre. Des extraits du livre des morts, des représentations de Wabet, le dieu chacal qui guide les défunts. Un véritable parcours initiatique à travers l'au-delà égyptien. Ces 2 tombes nous offrent un aperçu fascinant de son statut social et de la complexité de la vie à Der El Medinet. La tombe TT 359, ouverte à la visite, était probablement destinée à sa famille, tandis que la TT 299, plus élaborée celle-ci, lui était probablement réservée. La décoration des tombes d'Enher Kawi est également remarquable. Elle suit un parcours cyclique, guidant le défunt depuis son arrivée dans l'au-delà jusqu'à son assimilation au bienheureux. Les scènes mettent en valeur les rites d'accueil, la transformation du défunt et sa rencontre avec Osiris-Septa. L'attention portée à la décoration et la présence de textes religieux importants comme le livre des morts soulignent le souci d'Enher Kawi pour sa vie après la mort. Because other people ask us, and we have already changed. We have only coins now. Il avait fait une guerre, d'après les légendes, et il est mort durant cette guerre. Et donc sa maman, qui était triste de perdre son fils, elle va faire plein de prières pour qu'elle puisse voir son fils. Les colosses de même nom. Ces 2 statues colossales, vestiges du temple d'Amenhotep III, sont bien plus que de simples pierres. Figure-toi qu'après un tremblement de terre en 27 avant Jésus-Christ, le colosse nord s'est mis à chanter chaque matin au lever du soleil. Un son étrange comme un soupir, qui a fasciné les Gréco-romains et les Grecs. Ils y voyaient la voix de Memnon, héros antique, saluant sa mère, l'Aurore. Ça y est, on rentre. Bon, il est 11h55 et on attend 13h pour déjeuner, mais surtout pour changer cette vue et enfin partir. C'est pas nous qui bougeons, c'est le bateau d'à côté. Donc on va pas tarder à avoir une vue, mais ça va être beau, hein. J'ai hâte de voir ça. On est quasiment parti. Et ouais, c'est quand même une belle vue, hein. Regardez, le lit est juste là. On le surnomme le père des fleuves africains. Et pour cause, le Nil, c'est 6671 km de long, depuis sa source en Tanzanie jusqu'à la mer Méditerranée. Imagine, il traverse pas moins de 11 pays. C'est une véritable artère de vie pour toute une région. Et son histoire est aussi riche que ses eaux. Déjà, les anciens Égyptiens le vénéraient comme un dieu, Hapi, garant de la fertilité et de l'abondance. Chaque année, ils attendaient avec impatience sa crue, qui déposait sur les terres une boue fertile, le limon, indispensable à l'agriculture. C'est grâce au Nil que la civilisation égyptienne a pu prospérer pendant des millénaires. Ça des vendeurs. Dans la merde. Toujours plus, hein. Je sais pas comment ils font pour... Et ils sont chauds, hein. Tu lui lances des pièces. Viens là-bas, madame. Viens là-bas, madame.
T'avais du bateau en bas là-bas. C'est pas nous. Mais regarde, il balancé. Ils sont de partout. Là, il y a celui qui est accroché au nôtre. Là-bas, il y a celui qui est en train de viser celui-là. C'est une fin de journée, mesdames et messieurs, avec un joli coucher de soleil sur le bateau. Quand même agréable. Très très bonne journée. La vallée des rois, la vallée des reines. Là, on va naviguer. Je pense qu'il fera encore nuit quand on arrivera. Et ce soir, je crois, il y a le cocktail de bienvenue du commandant. Allez, à demain.